Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette petite heure avec Toast. Je vous souhaite la bienvenue. On est vraiment content de vous recevoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas fait justement un webinaire, une présentation comme ça en ligne. Un peu rapide, en mangeant, en dînant, on garde ça simple, on garde ça informel. Et puis, on a au-dessus d'une centaine d'inscriptions, de gens intéressés par le sujet des micro-contenus. Et puis, on est vraiment, comme je le disais, content de vous avoir. Qui c'est ça, on? Je me présente rapidement, Alexandre Gravel, associé fondateur chez Toast Studio. Et aujourd'hui, vont se joindre à moi Mathieu Larochelle et Olivier Coulrez de chez Espresso Communication, qui ont une expérience vraiment intéressante sur tout ce qui concerne le micro-contenu, la formation, l'engagement continu et la formation continue, évidemment. Et puis, je pense qu'on a une belle heure à passer avec eux. Il y en a certains d'entre vous qui ont découvert le clavardage qui devrait se retrouver dans une colonne à droite sur votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser pour poser des questions au fur et à mesure, même pendant que Mathieu et Olivier vont nous jaser ça. Moi, je vais garder un œil sur vos questions, puis je vais vraiment relayer le tout à tout le monde. Donc, voilà, trêve d'introduction, mais je voulais quand même prendre le temps parce qu'il y en a peut-être certains qui ont reçu l'invitation un peu par la gauche et par la droite. Qui est Toast Studio, puis pourquoi on a envie de parler de micro-contenu aujourd'hui? Une des raisons pour laquelle on a envie de parler de micro-contenu, c'est parce qu'on adore parler de contenu. Vous avez un peu notre façon de penser à l'écran. Notre but à tous les jours, c'est de se lever puis de se dire, est-ce qu'on peut aider les gens à être informés, éduqués ou divertis de la meilleure façon possible? Ça, c'est ça en quoi on croit chez Toast au sens large, parce que Toast, c'est aussi deux unités d'affaires. Il y en a une première avec laquelle vous êtes en contact aujourd'hui qui produit du contenu de marque pour des marques et des annonceurs. On a une autre division qui est en production télévisuelle puis qui travaille avec les diffuseurs, notamment québécois, d'ici et d'ailleurs. Mais bref, on a donc cette croyance-là vraiment chez nous avec une mission puis une étoile du Nord qui faisait bien sourire Olivier tantôt. Essentiellement, ce qu'on veut, c'est sauver le monde du mauvais contenu. Il y a beaucoup de contenu qui n'est pas toujours à la hauteur, qui vit sur nos plateformes, peut-être sur les vôtres, j'espère pas, mais avec lequel on est en contact à tous les jours. Fait que ce qu'on veut faire, c'est vraiment travailler pour sauver le monde du mauvais contenu. Fait que si on peut le faire, puis si on peut faire en sorte que les gens redemandent, ça, c'est encore mieux. Je sors toujours une de mes vieilles BD préférées de Tom Fishburne, Marketoonist. Jetez un coup d'œil à ça si vous avez une chance. Ça vaut vraiment la peine. Ils sont hilarantes. S'il y a vraiment quelqu'un, puis un BDiste qui a compris l'industrie des coms puis du marketing, c'est Tom Fishburne, vous jetterez un petit coup d'œil à ça. Fait que ce qu'on veut, c'est créer de la curiosité puis de la demande par rapport à nos contenus. Puis je pense que si on est capable de se rendre à ce que vous avez à l'écran en ce moment, je pense qu'on va avoir quelque chose de vraiment intéressant. Puis la discussion d'aujourd'hui, micro-contenu, engagement, formation continue, je pense que c'est vraiment ça. On veut arrêter d'interrompre les gens pendant qu'ils font des choses qui les intéressent, puis on veut devenir ce qui les intéresse. Donc, on part là-dessus, on se lance là-dessus, on va essayer de finir ça vers -10 pour laisser le temps à tout le monde d'aller chercher un verre d'eau, d'aller au petit coin ou de prendre un petit respire avant son meeting de 13h, mais on va finir ça à l'heure avec vous pour vous laisser le temps de respirer. Donc, je souhaite la bienvenue, donc justement, à Olivier et Mathieu qui se joignent à nous maintenant. Messieurs, vraiment content que vous soyez là, puis que vous ayez accepté l'invitation de venir parler de ça parce que vraiment, c'est des discussions qu'on a pas au quotidien, mais sur une base régulière. Avec Olivier, j'en ai eu plusieurs sur cette notion des micro-contenus, puis je pense que je vais te laisser te lancer un peu là-dedans. Mais je me disais, il faut partager ça avec le plus de monde possible, ce que vous faites déjà. Mais il y en avait peut-être du côté de Toast qui n'étaient pas encore au courant. Donc, si ça peut informer puis allumer du monde, tant mieux. Donc, voilà. Je vous laisse rapidement vous présenter. Je vous lance ça, puis on parle à discuter.
Merci Alex. Salut, salut. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation à parler de micro-contenu, effectivement. Mais en fait, c'est un médium, c'est une stratégie. En tout cas, on va le voir tout à l'heure ce que c'est, qui est relativement récent et on va voir que ça a plusieurs résonances aussi dans des choses qu'on vit au jour le jour. Donc, on va en parler un peu plus. Mais avant de commencer à en parler, peut-être nous présenter Espresso Communication. Donc, Espresso Communication, agence de communication, comme son nom l'indique. Notre médium privilégié, c'est le contenu texte. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup sur le texte, que ce soit aussi bien en création de livres blancs qu'en création de contenu multilingue, donc en création d'articles de blog, etc. Et depuis quelques années aussi de micro-contenu, donc essayer de comprendre la dynamique associée à la livraison de contenu sous forme de texte. Évidemment, après ça, on va travailler avec toi sur des stratégies qui vont impliquer la vidéo, des choses comme ça. Donc, on va vraiment pouvoir travailler avec différents médiums, mais nous, je dirais, notre cœur de métier est autour du texte et des mots. Donc, c'est vraiment autour de ça qu'on travaille. Olivier Coulrel, donc fondateur d'Espresso Communication. Je suis aujourd'hui avec Mathieu Larochelle, qui travaille depuis déjà 2, 3 années à présenter de plus en plus. 3 ans déjà. 3 ans déjà, merci Ouais, Mathieu, absolument. à présenter ce qui est le micro-contenu et particulièrement l'application à travers laquelle nous, on propose de livrer le micro-contenu. On va voir que l'application, c'est une chose, le micro-contenu, c'en est une autre. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, peut-être commencer rapidement en essayant de déterminer ce qu'est le micro-contenu. Hier, quand on faisait notre pratique, Alexandre, tu m'as posé une Mhm. question à savoir est-ce que le micro-contenu, est-ce qu'un post Facebook pourrait être considéré comme du micro-contenu? La réponse, si on prend micro-contenu au sens étymologique du terme, petit contenu, oui, ça pourrait être un post Facebook pourrait être du micro-contenu. Un tweet pourrait être du micro-contenu. Euh, Moi, j'aime mieux redéfinir le micro-contenu sous la forme suivante. En fait, je fais une comparaison à du micro-dosage. C'est du micro-dosage de contenu court. Donc, c'est vraiment, pour moi, le micro-contenu, c'est vraiment une stratégie. C'est une stratégie qui s'inscrit dans la durée, donc où on va envoyer du contenu court, oui, mais sur une période de temps et avec une vraie stratégie en termes de timing, en termes d'évolution en fait du contenu. Donc, c'est pour ça que oui, à la rigueur, on pourrait penser à du petit contenu, mais c'est plus que du petit contenu, c'est du petit contenu qui s'inscrit dans une stratégie sur une durée et qui s'adresse à un public donné. Euh, Puis la comparaison avec le microdosage, par exemple, en médecine, est intéressante parce que justement, on le sait, on l'a appris. Euh, on pourrait prendre un médicament à toute petite dose sur une durée, donc qui nous permettrait de mieux l'assimiler. Et au final, il aurait un impact éventuellement encore plus important ou encore plus durable sur le corps. C'est un peu le même principe avec le micro-contenu tel qu'on le voit ou le micro-dosage de contenu. Donc, d'envoyer du contenu à toute petite dose, mais de façon très, 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 très régulière sur une fréquence relativement élevée, fait en sorte qu'on a peut-être une meilleure rétention. Et il y a des études qui le montrent d'ailleurs depuis un certain temps. Je pense que tout à l'heure, Mathieu, tu vas nous montrer la courbe des Binghaus qui nous parle justement exactement de ce genre de choses-là, qui nous parle de la rétention de l'information euh, sur justement au lieu d'avoir une formation unique, bon, si on parle de formation, d'avoir une formation unique, de découper la formation en tout petits morceaux et la faire assimiler à travers le temps par les différents Mais publics. dans cette définition-là de micro-contenu, puis bon, la dernière fois que j'ai lu sur le microdosage, j'étais pas exactement dans le même spectre de thématiques, mais quand tu dis micro-contenu, à quel moment ça devient un micro-contenu? Est-ce que c'est une phrase? Est-ce que c'est un paragraphe? Est-ce que c'est une page de texte? Est-ce que c'est une durée ou est-ce que c'est un format? C'est ni une durée ni un format. Je pense qu'on peut plus parler de durée que de format. C'est-à-dire que le format, on peut se permettre de faire du micro-contenu dans tous les formats. On pourrait avoir de la vidéo en micro-contenu. On pourrait livrer de la vidéo dans une stratégie de micro-contenu, comme on peut livrer du texte, comme on peut livrer juste des photos. L'idée, c'est vraiment d'être le moins invasif possible en termes de durée. Donc, si dans une stratégie de micro-contenu, j'arrive à faire en sorte que mon récepteur, mon lecteur reçoive un texte et prenne 5 à 7 minutes de contenu par jour
Donc, va consommer 5 à 7 minutes de contenu que je lui propose tous les jours. J'ai réussi, j'ai rempli la mission. Donc, c'est un peu ça. Arriver à livrer 5 à 7 minutes de contenu, donc non invasif dans ma journée au quotidien, c'est rien de lire 5 minutes de contenu. C'est quelque chose qui se fait de façon quasi naturelle. Donc, c'est pas invasif, ça interrompt pas le quotidien de la personne à qui je m'adresse. Il va consommer mon contenu et c'est la sédimentation de contenu jour après jour qui va faire en sorte que le message que je veux transmettre va finir par s'incruster ou s'installer. Moi, je reçois la newsletter de Gap puis de Old Navy Ouais, à tous les jours. Je pense que j'en ouais. reçois 3 par jour, puis je dois pas être le seul. Ça compte-tu? Ça pourrait compter, mais oui, ça compte dans la mesure où Moi, je peux tout de suite te dire que je les trouve agressifs, puis mais je les c'est trouve interruptif. interruptifs et Donc non pertinents. c'est ça. Donc, au niveau de la stratégie, c'est pas nécessairement. C'est-à-dire que le véhicule comme tel, la newsletter, c'est pas le véhicule idéal parce qu'il t'oblige à t'arrêter, il t'oblige à cliquer sur une newsletter que tu reçois et après ça, à lire. Le véhicule, dans une stratégie de micro-contenu, le message est aussi important que la façon de le transmettre, le message est aussi Exact. importante. Donc, arriver à, on peut penser à des groupes WhatsApp, par exemple, qui pourraient nous permettre de transmettre du micro-contenu si on avait derrière une stratégie éditoriale. C'est pas ce qui se passe généralement dans le cadre d'un groupe WhatsApp. On pourrait penser à des groupes Facebook privés, par exemple, dans lesquels effectivement on pourrait avoir une stratégie de micro-contenu qui s'installe. Et ça fonctionne relativement bien. Le problème, c'est que Facebook toute son, a aussi toute sa connotation, fait en sorte que les gens vont être distraits par Facebook. Même s'ils OK. sont à l'intérieur d'un groupe privé, ils vont pouvoir aller après ça sur leur compte personnel, des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est d'arriver à avoir une communication qui soit la plus efficace possible avec des outils les moins disruptifs possibles et qui va permettre d'envoyer un contenu pertinent dans le cadre d'une stratégie à moyen ou à long terme. Donc, c'est-à-dire, dans un monde idéal, une stratégie de micro-contenu serait une stratégie où j'enverrais du contenu très, très court, très, très bref à mon auditoire tous les jours. Donc, je l'envoie tous les jours, mais très, très court, quelque chose qui va juste leur permettre de rester en contact avec ma marque, avec ce que je suis, avec le message que je veux passer, qui va finir par, petit à petit, leur permettre d'apprendre mieux ce que j'ai à proposer. C'est idéal pour une communication employeur-employé, marque-employé, par exemple. Je vois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui pose la question à savoir si les stories Instagram peuvent être justement d'une certaine façon considérées comme du micro-contenu. J'ai l'impression, puis je te laisse me dire, Olivier, si j'ai bien compris ce que tu nous expliquais, c'est oui, certes, c'est un contenu court, la story Instagram, donc ça coche la case du contenu court. Cependant, étant une story Instagram et se retrouvant à côté des stories de tous les autres influenceurs que je peux suivre à un moment X, je me retrouverais peut-être à être distrait. C'est peut-être pas le canal idéal pour cette méthode-là. Donc, je coche pas cette case-là dans ce cas-là. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un contenu court. Ça, on peut pas dire le contraire. Les contenus Instagram, comme les contenus Facebook de marque, sont des contenus courts. Est-ce que c'est du micro-contenu? Est-ce qu'on peut l'assimiler à la définition qu'on veut donner aujourd'hui du micro-contenu? Parce qu'il n'y a pas une définition unique du micro-contenu. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le micro-contenu tel que nous, on l'aperçoit, doit être articulé autour d'une stratégie sur du long terme. Ce qu'un post Instagram ne va pas nécessairement faire. Il n'y a pas nécessairement une vision à long terme. Oui, on veut cogner sur le même clou, passer le même message d'une fois à l'autre, mais il n'y a pas cette notion de dire qu'il y a une continuité d'un post à l'autre. Puis là, On se tu, nourrit tu d'une soulèves un image. Puis tu soulèves un point intéressant, c'est que et les groupes Facebook et les stories Instagram se trouvent à être à l'intérieur de l'algorithme de Meta et compagnie, ce qui veut dire que, puis ça on va en parler tantôt, c'est que là, soudainement, on ne peut plus garantir la livrabilité ou on ne peut plus nécessairement suivre le visionnement ou la lecture de ce contenu-là, Ou ce même la qui est ce que vous faites propriété. notamment avec Albert, là. Même la propriété, même si on parle de Facebook, c'est la propriété même des contenus en fait qui est remise en question.
Oui, effectivement, il y a ça. Mais dans une stratégie de micro-contenu, que nous, on l'aperçoit, on veut en parler aujourd'hui, de toute façon, il y a deux, trois choses qui sont importantes à prendre en compte. J'en ai dit tout à l'heure, la stratégie sur le moyen et le long terme. Donc, vouloir passer un message ou plusieurs messages, ou d'avoir vraiment... Donc, la fréquence est aussi importante, être capable d'être présent très, très régulièrement, à petite dose, pour faire en sorte que le message qu'on veut passer rentre de mieux en mieux. Et la troisième chose qui peut être aussi très, très importante dans une vraie stratégie de micro-contenu, c'est aussi de s'assurer que le public auquel on s'adresse est présent et là avec nous. Je dirais presque un public captif. C'est pour ça que je te dis, les micro-contenus sont souvent exploités dans un cadre de dialogue entre la marque et ses employés. Fait partie du discours, puis c'était l'introduction de ton invitation à tout le monde, de parler en fait du micro-contenu dans une stratégie d'engagement des employés, dans une stratégie de micro-formation aussi, de formation à long terme des employés ou de rafraîchissement de la formation, par exemple. C'est dans ces cadres-là que ça devient intéressant parce qu'on est vraiment dans un univers ou dans une relation, je dirais pas captive, mais où en fait, on sait qu'on va avoir l'écoute du public auquel on s'adresse. Puis, il y a la question, justement, puis continuez de poser des questions, hein, c'est le fun. On a, je dis toujours un peu à la blague, on a à peu près 3 minutes de contenu, Mathieu, Olivier, puis moi, fait que c'est avec vos questions qu'on va réussir à se rendre à 1h moins 10. N'hésitez pas à poser vos questions, puis juste parce que j'aime ça, créer du lien un peu, n'hésitez pas à mettre votre prénom ou autre en signature de votre question, parce que tout le monde s'appelle Guest 185, Guest 140 et tout. L'autre question, Olivier, Mathieu, c'était par rapport à la durée. On va aller dans quelques exemples, puis on va creuser peut-être un petit peu plus dans quelques minutes, mais tu as mentionné quelques fois moyen terme, long terme. Oui, tout à fait. Que veut dire long terme? Je vois la question dans le chat. En fait, long terme. Long terme, en termes d'aujourd'hui, je pense que pour qu'une stratégie de micro-contenu s'installe, il faut quand même travailler sur quelques mois. Faut la travailler sur quelques mois. Mettre en place, éventuellement, ça peut être des outils. Donc, il y a un outil dont on va pouvoir parler éventuellement tantôt, mais je veux dire, ça peut se faire à travers un groupe Facebook, par exemple. Mais c'est surtout de travailler sur une stratégie à long terme. C'est-à-dire que moi, je commence, typiquement, quand on travaille avec un client sur une stratégie de micro-contenu, pour ses employés, par exemple, on va travailler sur une stratégie qui va nous dire, OK, de quoi est-ce qu'on veut parler le mois prochain? Et on va développer ces contenus-là en fonction de ce dont on veut parler. Si on dit que le mois prochain, on veut mettre l'accent sur la sécurité informatique, si on veut mettre l'accent sur les ventes, si on veut mettre l'accent sur, je sais pas, le savoir-vivre en entreprise, par exemple, on va travailler des contenus en fonction de ça. Et petit à petit, on va amener ces contenus-là aux yeux de nos employés, des gens auxquels on veut s'adresser. On va leur envoyer ces contenus-là. Mais on va aussi les varier pour pas être trop, justement, invasif avec un sujet particulier, être capable de varier les plaisirs, de leur amener différents types de contenus, plus légers, plus lourds, mais toujours d'avoir une approche éditoriale dans la livraison de notre contenu. Donc, c'est pour ça que quand je dis long terme, pour moi, ça s'installe sur 1, 2, 3, 6 mois. Mais après, il faut que l'outil qu'on va utiliser ou cette stratégie de parler, je dirais, avec nos publics de façon régulière, il faut qu'elle devienne essentielle. Donc, le long terme, après ça, plus nécessairement de fin. C'est un dialogue qui s'installe, ni plus ni moins. Oui. Puis, ça m'amène un peu parce que tu l'as mentionné un peu, cybersécurité avec les employés ou par exemple. C'est quoi les exemples que vous avez vus sur lesquels vous avez travaillé ou que vous connaissez comme ayant pouvant faire un réel impact? Ça peut être quoi? Je sais que tu m'as déjà parlé, Olivier, de commerce de détail, il y a la notion Oui, peut-être des associatifs, il y a plusieurs contextes qui peuvent s'appliquer à ça, je pense. absolument. On peut parler, on peut déjà donner aussi, on pourrait même donner notre propre exemple parce que nous, en interne, on a installé aussi une application de micro-contenu et on développe une stratégie micro-contenu au quotidien avec nos équipes. Mais concrètement,
Je l'ai évoqué tout à l'heure, par exemple. On pourrait dire, OK, on veut lancer une formation sur la sécurité informatique. Disons, tiens, je vais être encore plus concret. Disons qu'il s'est passé une pandémie, que tout le monde est rendu en télétravail chez soi et que là, on a besoin de s'assurer que nos employés comprennent bien les enjeux de la sécurité informatique pour pas perdre des données qui sont propriété de l'entreprise, pour pas les perdre à travers leur propre connexion Internet personnelle. Donc, on a besoin de les sensibiliser à cette question-là. On pourrait utiliser à travers justement une application ou à travers une stratégie de micro-contenu, on pourrait leur présenter plusieurs réflexes de sécurité informatique qu'ils vont pouvoir appliquer eux-mêmes. On pourrait même les tester, on pourrait même les questionner, en fait, jouer, être un peu ludique avec ça, avancer une approche un peu ludique, on va les questionner, on va leur donner des informations, puis après, on va les tester, on va passer des quiz sur avez-vous bien compris ce qu'on vous disait la semaine dernière sur tel sujet, etc. Donc, tout ça, ça va nous permettre d'arriver à faire passer l'information d'une façon non invasive, sans nécessairement les prendre, leur dire, OK, pendant 1 heure, on va te parler de sécurité informatique pour que tu puisses l'appliquer chez toi, mais on va te donner des trucs. On va te donner des trucs pour devenir efficace en termes de sécurité informatique dans ton quotidien. Puis, il y avait un autre exemple dont tu m'avais parlé qui était vraiment intéressant sur ces entreprises qui ont ce qu'on pourrait appeler des employés déconnectés. Ce qui veut dire que des Oui, employés qui travaillent pour l'entreprise, mais qui n'ont pas nécessairement d'adresse courriel et qui n'ont peut-être même pas d'ordinateur ou d'accès à un ordinateur. Ils ont peut-être accès dans le backstore absolument. à un ordinateur pour puncher leur feuille de temps, mais c'est à peu près tout. Puis ça, il y avait un use case intéressant de ce côté-là. Ouais, ben, je pense que Mathieu, tu pourrais justement le présenter en un Ouais. use case. En Je fait, te c'est un laisse. de nos clients. Un client avec qui on travaille avec notre application à l'interne, Albert, c'est le client ESOP, qui sont dans les soins de la santé. Je vais juste vous montrer, ce ne sera pas très long. Parce que ça, c'est intéressant parce on oublie souvent dans les gens qui sont spécialisés, puis il y en a ici en communication interne, ne les oublie pas, mais parfois, d'un point de vue d'équipe de com ou d'équipe marketing, on oublie tous ces employés-là qui sont Oh oui, dans des camions, qui sont dans l'usine, qui sont sur le plancher avec des absolument. clients, qui sont sur Absolument. la route et qui n'ont peut-être pas justement accès à leur courriel et les formes de communication interne. Donc, il y a ça d'intéressant. Mais Je en te laisse fait, continuer, Mathieu. non seulement ça, mais dans le cas TSOF, c'est une compagnie australienne, mais un de leurs problèmes, c'est qu'ils ont des locations à travers le monde. Donc, ils ne sont pas seulement basés à un seul endroit. Il y a plusieurs langues aussi qui doivent être prises en considération. Puis quand ils sont venus nous voir, eux, au départ, c'est qu'il y avait 2 enjeux. Un enjeu lié à la formation, puis un enjeu lié aux ventes, si tu veux. Ils ne pouvaient pas mesurer l'engagement de leurs employés. Il y avait beaucoup de misère à mesurer ça parce que justement, ils sont dispatchés à travers le monde. Ils n'ont pas de contact direct avec eux. Il n'y a pas de communication interne qui se fait non plus entre les régions, entre les branches, entre les magasins. Donc, ils n'ont pas non plus il n'y avait pas de facilité. Ils ne savaient pas quelle plateforme ou quel type de plateforme informatique utiliser pour régler ce problème-là. Dans ce cas-ci, c'est qu'ils sont venus nous voir. Ils sont venus nous voir avec Albert, notre application. Puis Albert, ce que ça a permis de faire, c'est qu'on a créé vraiment une communauté numérique ESOP à travers le monde. Parce que les gens ont été capables de communiquer entre eux via notre application mobile. Parce que honnêtement, c'est pas tout le monde qui a un PC, puis tu as des employés aussi, les deskless, ils sont sur la route tout le temps. Mais la majorité des gens ont un téléphone mobile. Je pense là-dessus, on doit être à peu près à Il y a des bonnes chances. 95%. Là. Donc, puis en même temps aussi, ce qu'ils voulaient, c'était de quantifier le comportement de leurs usagers, les performances, voir si, parce que c'est sûr qu'ils donnaient de la formation, mais il n'y avait jamais moyen de savoir si les formations qui étaient données avaient vraiment un impact. Puis avec Albert, évidemment, parce que dans toute stratégie de micro-contenu, il faut vraiment qu'il y ait un moyen de quantifier si le micro-contenu est donné, si notre stratégie marche. Il faut qu'il y ait vraiment une stratégie de KPI qui va autour de ça. Fait ça a aidé aussi au niveau des représentants aux ventes, c'est que les gens sont restés informés en tout temps, en tout moment. C'est-à-dire, quand il y a une formation qui est donnée, ben, elle va être segmentisée dedans pour fitter dans le téléphone mobile, puis être envoyée partout à travers le monde dans la langue que les gens parlent, parce qu'Albert, justement, permet le multilangue. Donc, il y a une formation qui va être donnée, mais tout le monde a toujours accès à cette formation-là. Ça permet aussi d'optimiser le service à la clientèle parce que souvent, il y a des employés qui vont se retrouver sur le plancher,
font face à des problèmes, à des enjeux. On l'a vu beaucoup pendant la pandémie aussi. En ayant une stratégie de micro-contenu, il y a toujours moyen de communiquer avec les employés de plancher, de leur envoyer de l'information, de leur dire un peu comment travailler au niveau du service à la clientèle. Puis, évidemment, les nouveaux produits, que ce soit une nouvelle gang de produits ou peu importe, si tu veux que tout le monde soit au courant de ça, avec la stratégie qu'on avait développée avec eux, la stratégie de micro-contenu, ça a permis de mettre tout le monde sur le même. Tout le monde était au courant de toutes les informations, en fait, nécessaires pour ça. Fait que ça, c'est vraiment une étude de cas qu'on a fait avec eux c'était sur 300 usagers, mais il y en a au-dessus de 1200 maintenant des SAP à travers le monde qui ont Albert. Mais je te dirais que ça, c'est vraiment un très bon exemple de ce que peut faire les micro-contenus. Puis, j'aurais envie de te poser la question, Mathieu, parce que tu mentionnais, par exemple, nouveaux produits, sensibilisation au service à la clientèle, tendance, peut-être aussi. Je pense que, je ne sais pas si tu le mentionnais, mais on en avait parlé, les tendances du marché pour que... Oui, les tendances du marché, les informations sur le secteur d'activité. Exactement. Comme ça, la personne, tu as beau vendre des produits de soins pour la peau, mais peut-être que tu connais on est en mesure d'informer l'employé sur les tendances globales à travers le monde sur les soins pour la peau, bien au-delà de ESOP spécifiquement. Fait que ça, il peut y avoir des éléments intéressants, mais ça, appelons-les campagnes ou appelons-les sujets. Tu peux enrouler combien en parallèle? Tu sais, je veux dire, on ne peut pas parler de 1000 affaires différentes parce que les gens vont être, les utilisateurs vont être tout mêlés. Ouais. Mais à l'inverse, si on ne parle que de santé-sécurité pendant une période, puis un employé qui arrive dans un mois, il n'en aura jamais entendu parler. Comment doser ce mix des sujets-là? Tu me permets, Mathieu, je vais embarquer là-dessus. Merci. Oui, c'est ça. En fait, on peut enrouler. Écoute, ça dépend de ce qu'on. OK, disons qu'on a une campagne de fond qui est la notoriété de l'entreprise. Ou si on parle aux employés, donc celle-là, on va la rouler à l'année longue. Après ça, on peut rouler des campagnes ponctuelles qui vont avoir une durée de vie plus courte. Combien est-ce qu'on peut en rouler? Ça va dépendre de la fréquence à laquelle on habitue notre lectorat. Si on leur envoie un contenu par jour, on peut rouler 2-3 campagnes de façon simultanée, sans aucun problème. Donc, justement, on va varier les plaisirs, on va varier les discours, on va varier les sujets, on va pouvoir amener différents tons. Chaque campagne va avoir son ton ou son approche, si on veut. Ça va nous permettre de ne pas être monothématique quand on va parler à notre public. Donc, de parler un jour de la marque, on va dire, connaissiez-vous tel employé qui est un de vos collègues qui se trouve à être à notre usine de Brampton en Ontario, qui se trouve à être ailleurs. Donc là, on fait du banding à l'intérieur de l'entreprise. On essaie de faire en sorte que les gens se connectent les uns aux autres, se connaissent mieux. Mais en même temps, la fois d'après, on va leur parler d'un nouveau produit qui est en train de se développer et qui vont avoir bientôt dans leur portfolio à proposer à leurs clients ou donc qui commencent à le connaître. Donc, on peut vraiment faire participer, ni plus ni moins, les employés à la vie de l'ensemble de l'entreprise en fonction d'une stratégie éditoriale donc, qui va nous permettre de leur parler de façon régulière. C'est vraiment intéressant. Puis, Mathieu, je te vois répondre à Véronique, justement, en live dans le chat, mais je voulais te lancer la question de vive voix aussi. Tu sais, c'est quoi que vous mesurez? C'est quoi les métriques qui sont intéressantes à suivre? Premièrement, c'est l'engagement des gens envers l'application. Quand on lance Albert dans une entreprise, première des choses, on veut voir si les gens vont se connecter à l'application, vont l'utiliser, l'application, à quelle fréquence ils l'utilisent. Est-ce qu'ils se connectent une fois par semaine, seulement une fois par mois? Est-ce qu'ils se connectent carrément jamais, ce qui peut malheureusement arriver? Ensuite de ça, c'est important. Si on se fait, disons qu'on fait une campagne sur la santé et sécurité au travail, est-ce que les gens consultent le contenu? Est-ce que les contenus qu'on envoie tous les jours dans l'application, est-ce que les gens se donnent la peine de les regarder? Combien de temps les gens vont passer dans l'application aussi à chaque semaine? À quel moment Est-ce que les quiz qui sont liés à ces contenus-là sont remplis, sont complétés? Est-ce qu'ils sont complétés avec succès? Toutes ces choses-là qu'on peut mesurer au fur et à mesure qu'on avance. Mais juste pour en revenir à ce que disait Mathieu, ce qui est intéressant, puis là-dessus, on a un client qui est historique sur l'application avec laquelle on travaille, qui est Panerai, qui est une marque de montre de luxe, qui est située, qui est basée
en Suisse, mais qui est diffusée à travers le monde. Eux, ils ont l'application depuis 3 ou 4 ans maintenant, je pense. Depuis 4 ans maintenant. Et ce qu'on constate, c'est que on a une connexion de 75% des employés. Donc, on parle des employés en magasin. 75% des employés se connectent au moins 4 fois par semaine sur l'application. Donc, vont aller consommer les contenus 4 fois par semaine. Et ce qu'on constate aussi, c'est que peu importe où ils sont dans le monde, ils vont consommer le contenu de la marque dans la période de transit, c'est-à-dire en allant au bureau et pas à l'intérieur de la journée de travail. Donc, c'est vraiment, la plupart du temps, ça se trouve à être avant l'ouverture des magasins, dans leur période de transit. On peut imaginer que l'employé en question regarde son Facebook, puis passe quelques minutes à prendre les dernières nouvelles de la marque. Donc, ça, c'est tous des ajustements qui ont été faits. Bon, c'est une réalité pour cette marque-là, pour ces employés-là. Est-ce que ça va être une réalité différente ailleurs? Oui, effectivement, ça peut être complètement différent. De la même façon, pour nous, c'est sûr et certain que en ce qui nous concerne, bon, je donne l'exemple personnel d'Espresso parce qu'on a installé donc l'application chez nous, au sein de nos équipes depuis 1 an et demi maintenant. Ça remplace le fait qu'on ne se voit plus au bureau depuis le début de la pandémie parce qu'on a décidé que tout le monde était désormais libre de travailler en mode hybride ou pas. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Puis, tu sais, je vois très bien à quel point dans la discussion, l'importance est capitale sur le contenu en soi qui va être livré. Donc, c'est quoi les sujets, comment ils sont abordés, quel est le niveau d'intérêt. Parce que des fois, il y a sûrement des sujets qu'une entreprise doit aborder, comme la cybersécurité, qui intéressent personne, mais il faut donc trouver la petite formule magique pour que ça devienne intéressant. Puis, il y a la notion du canal. Là puis Olivier, je pense que tu voulais nous montrer, tu voulais faire nous montrer un peu de quoi ça a l'air dans Albert, mais dans nos discussions ensemble, les trois, on se disait aussi, puis tu le mentionnais d'entrée de jeu, tout ça peut, d'une certaine façon, pas nécessairement toutes les fonctionnalités de ludification puis de gamification qui peut exister dans un truc comme Albert, mais un groupe WhatsApp, il y a des outils comme Slack qui ont beaucoup d'intégration avec des plateformes externes qui peuvent justement permettre de céduler des messages un à un. Parce que ça, c'est l'autre aspect qui est important dans le cas d'un Albert, c'est que certains messages sont personnalisé pour la personne. Il y a ça aussi qui rend l'engagement un peu plus fort. C'est que j'ai l'impression qu'on m'envoie quelque chose pour moi. Donc, il y a cette idée du contenu qui est très important, mais après ça, la façon dont il est livré va vraiment permettre de moduler cet engagement-là, appelons-le comme ça. Fait qu'il y a des aspects vraiment... Vraiment, vraiment intéressante. Il y a la question de Guest 729. Oui, je l'ai vu moi aussi. Est-ce qu'il y a des exemples hors RH que vous avez vus qui sont pertinents? Malheureusement, j'aimerais te dire oui, il y en a. On en a surtout parlé jusqu'à présent. Après ça, il faut trouver le client qui va oser le faire pour son propre lectorat. Mais effectivement, je peux donner des exemples de choses dont on parlait. En fait, même, donc, on avait un client juste avant la pandémie qui devait remplacer son magazine papier par l'application Albert. Finalement, tout a capoté à cause de la pandémie, tout s'est fermé. Donc, mais c'est une association professionnelle, donc dans le domaine de la santé. Ce qu'ils voulaient, c'était remplacer carrément leur magazine papier et aller vers une application de type Albert, justement. Donc, livrer un contenu en plus petite dose à travers une application mobile. Il y avait une économie liée au fait qu'on n'imprime plus de magazines ou qu'on ne livre plus un newsletter, par exemple, que personne ne lit de toute façon. Et par contre, on est mieux en mesure de suivre ce qui se passe en termes de lectorat, tout le monde qui ouvre, qui a connecté avec l'application. On a fait une présentation comme ça à des SDC, par exemple, pour qu'ils puissent proposer l'application à leurs membres. Donc, on parle d'association de membres. Encore là, on est dans un... SDC, Société de développement commercial. Donc, c'est les sociétés qui gèrent souvent des quartiers au niveau du commerce et des commerçants. Ouais.
C'est ça. Donc, en fait, on fait souvent un parallèle avec les associations, des groupes. C'est un peu le même principe que pour une entreprise avec ses employés, c'est-à-dire qu'on est dans un lectorat, dans un auditoire qui est un peu captif, un peu comme ce que je te disais au tout début de la Oui, discussion. Faire en sorte de savoir qu'on est avec un auditoire où on peut se permettre de leur proposer de télécharger une application, on va leur parler tous les jours. Alors que dans un mode B2C, où on est avec un consommateur qui peut être volage, donc qui peut rester ou partir. oui, Là, c'est plus complexe. Je pense que des applications et des livraisons de micro-contenus peuvent très bien s'appliquer justement à, bon, je te l'ai dit tout à l'heure, on parle évidemment d'une entreprise avec ses employés, ça peut être une association, ça peut être, on peut penser à ne serait-ce que dire un syndic de condo, par exemple, où oui. on aurait des copropriétaires qui pourraient échanger de Ben, coordonnées. Donc, c'est un outil, il nous faut un public captif. ben, je pense que c'est là qu'il y a peut-être justement, puis c'est ça que j'aime, c'est qu'on n'arrive pas nécessairement aujourd'hui avec toutes les conclusions. Il y a un aspect intéressant, puis la question de Guest 729 est intéressante dans la mesure où il y a un potentiel au niveau des micro-contenus. Mathieu, je ne sais pas si tu as la courbe qu'on a mentionnée tantôt, pas loin, Oui, mais oui, c'est j'arrive. on dit souvent, puis dans les formations que je donne, je le mentionne aussi, l'être humain, une semaine après avoir entendu ou écouté toute une série de choses, va ne se rappeler que de 10% de ce qu'il a vu, lu ou entendu une semaine auparavant. Et Absolument. la notion du micro-contenu, puis la courbe, je pense qu'elle parle énormément, c'est cette Ouais. notion de dire comment est-ce qu'on fait pour garder cette chose-là. Ça, c'est la courbe, je pense que c'est la courbe de formation. C'est différent avec les formations, c'est vrai. Parce que là, il y a un petit peu plus de rétention quand le Mais formateur est tu bon. pourrais quand même remplacer micro-learning par engagement, là. Oui. Mais c'est cette Mais notion de ramener toujours un petit peu vers le haut, mais, puis Olivier, tu le mentionnais plein de fois tantôt, puis Mathieu aussi, tu l'as mentionné, c'est cette notion du faible effort. C'est qu'on ne demande pas un grand effort aux gens. On leur pitche pas un texte de 1000 mots. On leur pitche pas un non, e-book à lire à tous les jours. C'est C'est vraiment ça. juste un petit quelque chose qui va permettre d'allumer les 2, 3 neurones liés à l'entreprise, puis à l'employeur, par exemple, ou à une marque, puis de pouvoir justement le maintenir assez haut. Donc, il y a quelque chose de vraiment intéressant à ce niveau-là. Vas-y, Mathieu, t'avais-tu quelque chose? Je te vois hacher dans le... oui, ben absolument. Mais tu le vois d'ailleurs dans la courbe d'Ebbinghaus, là, c'est ce qui était un philosophe allemand là, du 19e siècle, Hermann Ebbinghaus, spécialiste de la mémoire et de l'apprentissage. En fait, au bout d'une heure, tu peux déjà constater, quand tu es dans une formation qui peut durer quelques heures, où on te bombarde de contenu sans cesse, là, des grosses formations, là, au bout d'une heure, on a déjà presque la moitié de ce qu'on a appris. On se souvient déjà. Faudrait pas que je montre C'est ça à mes ados, par contre. Mais c'est pour te dire à quel point notre mémoire, c'est pas la quantité, le volume qui va faire que les gens vont retenir les choses, ça, absolument pas. D'où l'importance, quand Olivier parlait de la stratégie de micro-contenu, de quantité, régularité, petit format, ben, on l'a, en regardant ce graphique-là, on comprend exactement ce qu'on veut dire par ça. J'aime bien cette image de sédimentation de l'information, en fait. On envoie de l'information, une toute petite couche qui vient s'accumuler sur la couche précédente, qui vient créer une espèce Ouais. de fondement, en fait. Ah non, ça, c'est très parlant, puis ça explique bien le petit gain à chaque fois qu'on a un Exact. petit quelque chose à communiquer. Il y a Véronique qui pose une question sur est-ce que vous avez vu un nombre d'utilisateurs ou d'audience, juste pour ne pas dire employés, parce qu'on a le goût d'ouvrir un peu Oui, tout à peut-être la fait. discussion, mais à partir duquel ça vaut la peine? Ben, moi, je ferais quand même la distinction entre employé puis audience Oui, qui n'est pas employé. Pourquoi? Parce que l'employé a une forme d'obligation envers son employeur. C'est-à-dire que si comme employeur, tu proposes cette application-là à tes employés, ben, ils vont se sentir obligés de s'inscrire, de la consulter. Alors que si tu le fais auprès de quelqu'un qui sont les membres d'une association, ils seront moins obligés. Donc, si on parle d'employés, je dirais, il y a quelques années, on disait 300. Avec la pandémie, on dit 50. wow. Parce qu'aujourd'hui, les équipes sont éclatées. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on avait,
Je disais 300, on disait 300, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où la structure de l'entreprise fait en sorte que il n'y a pas de noyau fixe, que les noyaux sont un peu éclatés, c'est là que ça va devenir intéressant et peut-être même important d'avoir une application ou en tout cas une stratégie comme celle-là qui sont en place. C'est là que la pandémie a créé des noyaux non fixes pour à peu près toutes les Exactement, entreprises. exactement. Pour nous, c'est d'arriver à créer. Puis je parle vraiment de notre ressenti à nous en interne, c'est d'arriver à créer ce qui se passe autour de la machine à café, de le faire à travers l'application. On fera jamais exactement ce qui se passe autour de la machine à café, c'est clair. Mais on arrive à reproduire un petit quelque chose, un semblant de vie d'entreprise. Je vois le temps qui avance. Olivier, Déjà, tu sais que tu voulais, pas tu voulais, mais tu avais pas loin une espèce de petite Ah oui, démo rapidement, ben oui, qui bien serait sûr. vraiment C'est vrai, intéressante je parce vois. que, puis là, je le rappelle Concrètement, à tout le monde, imaginez ce que vous voyez là et posez-vous la question, est-ce que je peux l'exécuter dans Slack? Est-ce que je peux l'exécuter dans un groupe WhatsApp s'il y en a à l'intérieur de votre entreprise? Puis il y a plein d'autres plateformes là, qu'on pourrait nommer, mais là, l'exemple va être sur la plateforme ouais. Albert. Mais c'est cette notion pensons beaucoup, puis moi c'est ça qui me fait qui fait aller le hamster là, depuis tout ce temps-là, c'est cette notion de dire comment est-ce qu'on peut réussir à créer cet engagement avec une faible demande aux gens qu'on veut rejoindre. Donc il y a cet aspect-là qui est vraiment intéressant. Fait que je te laisse un peu Oui, montrer ce que ben, tu avais, Olivier. aux auditeurs, ben, je veux d'abord dire qu'ici, on a voulu représenter ce qui était une application mobile, évidemment. Imaginez autour mon téléphone, là, c'est pas un téléphone, c'est évidemment, ça a été reproduit pour être partagé au niveau de notre présentation d'aujourd'hui. Mais si je clique sur, bon, l'application s'appelle Albert, je clique sur Albert ici et je tombe sur l'exemple de ce qui est. Ça, c'est des exemples qui sont tirés de notre propre fil d'actualité chez nous au bureau. Donc, connaissance des projets. Ici, on a un quiz. Tous les matins, on a un quiz qui vient, qui parle de. Ici, on parle d'une application qu'on utilise en interne, les projets FlowFit. Donc, et on pose la question aux gens, est-ce que vous connaissez les outils que vous utilisez tous les jours, finalement? Et à partir de là, donc, il y a une forme de ludification. On peut gagner des points. Après ça, c'est ce qu'on en fait, les points, c'est vraiment Puis libre ça, à chaque j'imagine, entreprise. ça aurait pu, dans un autre exemple, être un quiz sur des contenus qui ont été envoyés dans la dernière Absolument, semaine aussi. absolument. Tu vois, ben, je pense que je pourrais donner un exemple d'hier ou d'aujourd'hui, je me rappelle plus, mais c'est des choses dont on parlait dans un autre article précédent. On est revenu, on les a ramenés ici. Tu vois. Ici, on a des choses qui sont plus je dirais, style de vie, comment éviter le gaspillage alimentaire. Donc, on parle de connaissances personnelles, mais en même temps, on peut avoir aussi des sujets, réserver son espace de bureau, parce que maintenant, avec la pandémie, on doit réserver nos espaces de bureau avant de se rendre au bureau. Donc, comment les réserver? Donc, des informations plus techniques. Le guichet d'accès en santé mentale offert. Donc, ici, donc ça, c'était réservé l'espace de bureau, là. Donc, on utilise telle application, Là, on le etc. voit. On voit le type de longueur que ça peut prendre. Donc, Oui, je ici, c'est un sais que contenu c'est très jamais court. beaucoup plus long que ça, là. C'est jamais bien Il y plus en a long. ici, tu vois, c'est un exemple un petit peu plus long. On parle de gaspillage alimentaire, mais il est quand même séparé, on le voit ici en haut, c'est séparé en 4 volets. Oui. Donc, on peut aller lire les 4 volets en question. Et puis après ça, bon, ben, j'ai complété Je pourrais avoir un quiz là-dessus la semaine prochaine, par exemple, si les gens ont suivi. Je peux avoir différents types de contenus, donc en fonction des besoins. L'employé peut aussi décider de participer lui-même aussi au contenu, donc aller partager du contenu qu'il trouve important avec les membres de son équipe. Oui. Peut aussi aller sur un contenu, aller mettre des commentaires. Donc, je vais essayer de donner un exemple. Puis, on en parlait hier rapidement pendant notre discussion préparatoire. Là-dedans, il y a donc des campagnes. Si on revient à notre notion de tantôt, il y a des campagnes synchrones puis des campagnes qui sont asynchrones. Puis ce que je veux dire par là, ouais, j'ai sorti j'avais prévu sortir des mots qui valent beaucoup au Scrabble, là. Mais synchrone étant tout le monde voit le contenu en même temps, puis asynchrone, j'imagine tu onboard un nouvel employé. En fait, lui, il y a une séquence différente. C'est ça, mais il faut réfléchir.
l'application qu'on utilise nous permet de gérer les équipes en fonction de la réalité terrain. C'est-à-dire que je peux avoir des groupes administrateurs, je peux avoir des groupes qui vont être nouveaux employés, je peux avoir des groupes qui vont être employés d'usine, des groupes qui vont être chauffeurs, et je pourrais livrer du contenu différent à chacun de ces groupes-là. Comme je pourrais avoir un contenu qui va être commun à tout le monde, mais je pourrais aussi décider de segmenter mes groupes et de livrer des contenus différents. Donc, pour répondre à ta question directement, ça veut dire que oui, effectivement, j'ai des nouveaux employés qui rentrent. Je pourrais même imaginer, puis nous, c'est ce qu'on propose à nos clients qui ont l'application Albert, si j'ai un employé qui est prévu pour rentrer le mois prochain, je pourrais imaginer que je vais commencer à l'alimenter avec du contenu de ma marque ou de mon contenu 1 ou 2 semaines avant même qu'il commence à rentrer. Comme ça, le jour où il arrive, il est déjà pré-onboardé, si on veut. Je peux être très, très ludique dans mon approche. Donc, faire en sorte de déjà lui présenter l'entreprise dans laquelle il va désormais. C'est vraiment. Puis à ce moment-là, on disait tantôt, il n'y a pas encore son email, il n'y a pas encore son ordinateur, il n'y a pas encore son bureau. Mais il a son contenu. Mais il y a des chances qu'il ait son téléphone. Et je veux dire, avec les autorisations nécessaires, on peut l'inviter à installer ça en amont. Il ne peut peut-être pas obligé, mais on peut l'inviter tout à fait. Merci beaucoup. Une dernière question de Guest 936. J'ai un plaisir fou à nommer les gens comme ça. J'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. Exclusivement dédié aux communications. Oui, ben, quel est le niveau d'effort côté équipe quand vient le temps de nourrir la machine? Puis après ça, ça sera la dernière question. Les autres, vous pourrez nous les envoyer. Vous allez recevoir l'enregistrement et nos coordonnées. Mais je te laisse répondre. C'est quoi le niveau d'effort au niveau des équipes? Ça peut être assez varié, en fait. L'idée, c'est de dire, généralement, quand on fait une planification éditoriale pour du contenu interne, on va planifier le mois. On va planifier à peu près 80% des contenus vont être déjà coulés dans le béton avant même que le mois commence. Donc, on va pouvoir déjà les produire à l'avance. On peut dire à ce moment-là qu'il nous faut peut-être 1, 2, 3, 4 jours pour les produire puis les planifier en termes de diffusion sur le mois qui s'en vient. Après ça, se garder un petit peu d'espace pour l'actualité. Si jamais il y a un nouveau contrat qui rentre, si jamais il y a une information importante à faire passer qui va être dans l'actualité lié au quotidien, à ce moment-là, ça peut être important de se garder un peu d'espace pour en parler durant le mois. Donc, en termes d'effort, je dirais, c'est pas nécessaire d'avoir une personne à temps plein, encore que ça va dépendre. Est-ce que vous parlez en 1 langue, en 2 langues, en 5 langues? À vos employés, ça peut devenir une grosse mécanique, effectivement. Donc, toutes les réponses sont bonnes. Moi, je suggère toujours à un client d'y aller graduellement. Donc, de ne pas y aller nécessairement full speed dès le jour 1, mais d'y aller graduellement, de commencer à créer du contenu, d'avoir une fréquence qui va être suffisante pour attirer l'attention, pour retenir l'attention, et puis après ça, d'augmenter éventuellement la cadence une fois que le pli est pris. Mais il faut avoir une personne qui va être dédiée à ce type de travail-là. Est-ce qu'elle va être dédiée à temps plein? C'est pas nécessaire, selon moi. OK. Mais la réalité peut être différente d'un client à l'autre aussi. Mais c'est pas nécessaire. Je savais qu'à midi, on partirait ça, puis qu'à moins 10, on serait capable d'en parler 2 heures de plus. Mais je veux être respectueux du temps qu'on a dit aux gens. Je veux que les gens sentent qu'on a respecté l'heure qu'on avait dit. Merci, messieurs, pour cette discussion trop rapide. À la limite, peut-être qu'on remettra ça pour faire là, on a fait le 101 des micro-contenus, mais on fera peut-être le 201 des micro-contenus aussi. Bref, merci beaucoup à vous deux. Merci à tous ceux et celles qui étaient là. Et vous allez recevoir un lien pour visionner l'enregistrement. Vous aurez aussi dans ce courriel-là les coordonnées de tout le monde ici. Alors, si vous voulez jaser avec Mathieu, si vous voulez jaser avec Olivier, si vous voulez me faire signe, vous n'hésitez surtout pas. On n'est jamais bien loin. Sinon, entre-temps, je vous souhaite un excellent après-midi et on se revoit très bientôt. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Alex. Merci, Alex. Bye-bye. Bye.